Paul Willis est professeur agrégé d'études cinématographiques et médiatiques à l'UQAT et membre régulier du Centre de recherche Figura, c'est ici à l'UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur la psychanalyse, les théories de la réception, la narratologie et le féminisme. Il a notamment co-dirigé l'ouvrage collectif Zizek and Media Studies, A Reader, ainsi que des numéros thématiques pour les revues Écranosphère et Cinéma. Il a également contribué de nombreux articles au sein de revues académiques et d'ouvrages collectifs. Il nous présente aujourd'hui une communication qui s'intitule « Féminité et abjection entre le non-rapport et l'hostilité ». Merci. Ce que j'ai à présenter n'est pas une communication habituelle, c'est plutôt un ramassis de notes que je me suis fait là, quand j'ai été invité à participer. D'ailleurs, merci beaucoup Alexis. Merci Cassie. La première chose qui m'est venue à l'esprit, moi, quand il était question de cette journée d'études, que je prends au pied de la lettre parce que je vais vraiment, en bon québécois, garrocher des idées. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était la pensée de Kristeva. Puis juste pour ajouter un degré à côté un peu candide de ce que j'ai à dire ce matin, je suis plus familier avec la pensée de Freud, de Lacan, avec les études cinématographiques que je le suis avec Kristeva. Donc c'est très... Mais en même temps, pour moi, hostilité, l'affect négatif que ça implique pour moi. Bref, Kristeva m'est venue à l'esprit tout de suite. Mes recherches à moi, portent sur le cinéma, mais spécifiquement sur la réception. Qu'est-ce que le cinéma nous fait? J'aime penser à ce que le cinéma nous fait en mobilisant, le féminisme, la psychanalyse. J'ai un intérêt pour la représentation des genres, pour des questions liées à la sexuation, pensées avec Lacan. Des questions qui entourent le regard. Le regard, non pas la vision, mais bel et bien le regard dont nous parle Sartre et ensuite Lacan. Tout ce qui touche l'expression aussi cinématographique du désir et du fantasme. Et là, le contexte qui me guide ce matin, c'est qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'hostilité autour de nous. C'est le côté chercheur en études médiatiques qui s'intéresse ici. Il y a beaucoup d'hostilité en moi aussi. Quand je constate l'hostilité, quand je prends le temps, beaucoup trop souvent, de lire les commentaires sur les réseaux sociaux, et quand je lis les chroniques aussi, on est dans une culture de la chronique, bref, je m'égare déjà. Il y a beaucoup d'hostilité face aux revendications féministes, face à tout ce qui touche les vagues de dénonciation qu'on a pu constater et vivre dans la dernière décennie, surtout. Les manifestations culturelles aussi qui sortent du cadre de l'hétéronormativité, on sait en ce moment parce que la crise du moment, comme j'aime l'appeler, touche évidemment la lecture du conte à des enfants par des drag queens, comme ma blonde à moi à me dire, pendant que nous autres on s'énerve avec ça, au moins il y a quelqu'un qui lit des histoires à des enfants. Tout ça pour dire, c'est un peu épars mon truc, là. Mais Kristeva, dans tout ça, je la trouvais intéressante parce qu'on peut la faire entrer en dialogue avec Lacan, parce qu'elle a assisté à son séminaire un certain temps, mais la faire entrer en dialogue avec la réception des médias et du cinéma. Je vais commencer avec quelques remarques introductoires sur la pensée de Kristeva. Kristeva, évidemment, qu'on peut mettre en rapport avec tout ce qui touche la féminité. Quand on pense à Kristeva, on pense bien sûr à Pouvoir de l'horreur, cet ouvrage du début des années 80 où elle pense justement à l'abjection. Mais il y a aussi avec Kristeva cet autre texte, un article qui date de 1977, si je ne m'abuse, qui s'appelle « Hérétique de l'amour », où on peut voir la pensée de Kristeva être infléchie par notre héritage, je dis notre, nous les gentils occidentaux, par notre héritage religieux. Dans le fond, dans Hérétique de l'amour, Kristeva étudie la maternité. D'ailleurs, c'est un texte qu'elle a écrit elle-même pendant qu'elle était enceinte. Et elle parle du christianisme comme étant, je la cite, le lieu de la construction symbolique la plus raffinée dans laquelle la féminité se réserve dans la maternelle. Puis, évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle revient à l'attribution par la religion de la virginité à Marie. C'est une attribution qui, finalement, est une erreur de traduction. Le terme sémitique désignant le statut d'une jeune femme non mariée a été traduit par le grec parthénos, qui signifie vierge, si je ne m'abuse. Dans Hérétique de l'amour, déjà, et ça suit dans Pouvoir de l'horreur, on a, avec Kristeva, une réflexion sur les conséquences de la religion, sur l'idéal du féminin. Évidemment, avec l'abjection, avec Pouvoir de l'horreur, bien là, on s'ancre dans une question de l'effet, mais aussi de l'affect, l'abjection comme cet affect qui est un effet. Et ça me mène à parler de la pensée de Kristeva qu'on peut mettre en dialogue avec Lacan, bien entendu, particulièrement autour du réel. Parce que, dans le fond, l'abject, tel que le propose Kristeva, c'est un effet, tout comme le réel. Moi, je le dis toujours quand je parle du réel à mes étudiants, surtout quand on commence à parler de ce fameux nœud
borroméen, réel, imaginaire, symbolique, je leur dis toujours qu'il y a quelque chose d'une imposture que de parler du réel, puisque c'est ce qui ne se parle pas, c'est ce qui échappe à la représentation imaginaire et à la signification symbolique. Donc, bref, le réel, un peu comme l'abject, c'est un effet, je crois, plus qu'un concept. Il y a la théorie du cinéma aussi qui nous fournit des pistes de réflexion ici. D'ailleurs, on peut faire entrer la pensée de Kristeva avec le cinéma, avec la théorie du cinéma. Ça a déjà été fait, ça aussi, dans les années 80, l'ouvrage que certains connaissent sans doute de Barbara Creed, The Monstrous Feminine, où on a une des premières applications christéviennes en bonne et due forme au sein des études cinématographiques inspirées par la psychanalyse. Mais on est dans les années 80, et à cette époque, les études cinématographiques entretiennent un rapport herméneutique avec Lacan qui est absolument problématique, puisqu'on se fonde finalement dans plusieurs erreurs conceptuelles. Le texte qui guide l'essentiel de la pensée des études du cinéma dans les années 70 et 80 d'inspiration psychanalytique, c'est le fameux essai sur le stade du miroir, qui est écrit dans les années 30. Dès le séminaire 2, Lacan dit déjà il faudrait peut-être le revisiter, ça, il faudrait le rénover, c'est les mots qu'il emploie. Ça prédate tout ce qui touche le rapport avec le réel, le regard, l'imaginaire, le symbolique. Tout ça pour dire que je pense qu'il y aurait lieu à nouveau, peut-être de faire dialoguer Kristeva avec les études cinématographiques. Kristeva n'a jamais vraiment été revisité depuis qu'on voit, surtout dans le monde académique anglo-saxon, on voit un retour vers la vraie pensée de Lacan, le Lacan réel, là, pour faire un jeu de mots. Nous, on accuse un certain retard dans les études cinématographiques en France, au Québec. Je sais que moi, quand je me promène un peu et que je parle de Lacan dans les départements d'études cinématographiques, je me fais toujours regarder un peu de travers. Je pense qu'il y aurait lieu de fonder une réflexion qui puise dans l'ensemble de la pensée de Lacan et qu'on peut faire entrer en dialogue avec Kristeva. Donc, dans le contexte où on voit cette fabuleuse idée d'un laboratoire sur les sentiments hostiles, ma proposition à moi serait celle d'une recherche qui serait orientée autour des apports potentiels de Kristeva et de Kolnaï, j'ajouterais, pour penser la propension des médias visuels, spécifiquement le cinéma, mais pourquoi pas tous les médias visuels, à provoquer, voire même à critiquer les sentiments hostiles qui gravitent autour de la féminité, mais aussi autour de tout ce qui touche à la diversité sexuelle, à la diversité des fantasmes qui sont transmis par le cinéma, par les médias, les désirs qui sont mis en scène par ces fantasmes-là. Cette proposition, bien, elle pourrait toucher évidemment ce que le cinéma nous fait, comme j'aime bien dire, mais elle pourrait aussi toucher la montée de l'hostilité qu'on voit là, autour de nous, dans notre société, dans notre culture, dans nos sociétés, je dirais, dans nos cultures, face à tout ce qui remet en cause la primauté d'une conception binaire du genre, qui est une conception complètement erronée. D'ailleurs, une petite parenthèse dont j'ai pris connaissance cette semaine, là, la cinéaste Sophie Dupuis, qui vient de ma région adoptive, là, de Val-d'Or, prépare son prochain film là, qui va sortir cet automne. Au début, quand elle a commencé à le tourner, le projet s'appelait Drag. C'est un film qui va porter sur la question des drag queens et qui va évidemment se présenter comme un exemple de plus des rapports complexes entre le cinéma et la société qui le produit. Et ce qui me fait réfléchir à travers tout ça et qui me fait penser qu'on pourrait mobiliser Kristeva, Lacan, la théorie du cinéma, c'est notre refus. Il y a plein de mots qui nous font sursauter. On est chatouilleux. Notre gouvernement n'aime pas le mot systémique, par exemple. Nos médias n'aiment pas... Nos médias, je parle surtout du panel de chroniqueurs blancs, hétérosexuels, qui n'aiment pas des termes comme culture du viol, masculinité toxique, et pourtant qui, à travers leurs chroniques, ne font que perpétuer ce qu'ils dénient, ce dont ils nient l'existence. Alors, c'est des concepts, je pense, qui se rapportent évidemment à ce qu'on se construit culturellement, socialement, comme idée de la féminité, mais aussi comme idée de tout ce qui menace la dominance patriarcale et phallocentrique et qui provoque indéniablement, toujours et encore, à la fois désir, hostilité, fascination et abjection. Alors, mes pistes de réflexion, c'est d'articuler la pensée christévienne au cinéma, en faisant intervenir les études psychanalytiques, oui, plus contemporaines, notamment sur le désir, la jouissance, la sexuation et bien entendu, l'abjection. C'est des outils que je pense qu'on peut utiliser comme cadre d'analyse, mais aussi de référence, pour penser des phénomènes culturels tels que la montée du masculinisme, par exemple. D'ailleurs, sur ça, j'aurais peut-être un exemple analytique avec le film récent sorti l'automne dernier, Don't Worry Darling, que je vais sévèrement divulgacher. Donc, c'est un film qui effectue une mise en garde face aux tendances masculinistes à vouloir détourner le désir féminin. J'ajouterais parce que, justement, il nous est présenté comme quelque chose d'abject.
À sa sortie en 2022, c'est un film qui a été critiqué comme étant rien de plus qu'une pâle réécriture du roman, mais aussi des 2 adaptations de Stepford Wives. Donc, rapidement, on est vraiment en terrain Stepford Wives. On est dans une espèce de communauté très rétro-futuriste. Là. On est comme dans une reprise de l'esthétique des années 50 avec les femmes au foyer qui s'occupent de leur mari triomphant, là, qui partent travailler tous les jours pendant qu'elles se font belles pour eux et qu'elles font la maison belle pour eux. Bon, tout ça, évidemment, qui fait dresser un peu le poil sur les bras. Mais, au contraire, il y a quelque chose d'une inquiétante étrangeté d'ailleurs dans la façon dont nous est représentée cette espèce de communauté un peu faussement idyllique. On en est amené à constater qu'en fait, c'est une simulation. On est dans une simulation. Et ce que je propose comme lecture qui va faire intervenir un peu la sexuation et peut-être aussi un peu ce qu'on fait comme société pour détourner ou se réapproprier le désir féminin. Ce que je propose de faire, c'est regarder en quoi Don't Worry Darling est en fait beaucoup plus préoccupé par l'asymétrie entre les logiques, oui, masculines et féminines du désir, parce qu'il y a une différence fondamentale entre The Stepford Wives et Don't Worry Darling, et cette différence repose sur la façon dont les hommes, dans les films, éliminent le surplus féminin afin de s'approprier leur objet de désir. Dans The Stepford Wives, que là, j'espère ne pas divulgacher pour personne, bien, les épouses, ce qu'on apprend, c'est qu'elles sont remplacées par des robots pour devenir cette espèce d'idéal un peu problématique masculin de la féminité. Dans Don't Worry Darling, dans le fond, elles sont plutôt captives d'une simulation, comme je le disais. Elles ne sont donc pas éliminées, mais leur agentivité leur est retirée, tout comme leur désir. Et c'est une différence notable qui peut en dire long sur le traitement masculiniste de la féminité et sur les dynamiques de la sexuation qui sont mobilisées dans ce traitement-là. Juste me tourner rapidement vers les formules que Lacan nous propose pour penser la sexuation. Comme on sait, il y a une asymétrie, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Cette asymétrie, elle repose dans les formules supérieures. Donc, l'exception masculine, cette exception qui n'est pas soumise à la fonction phallique, que moi j'aime appeler The Man, tu sais, cette espèce de virilité là, omnipotente, qui sert d'idéal finalement. Et c'est cette exception qui rend tolérable la castration pour les subjectivités masculines vécues. Alors, évidemment, pour Lacan, le nœud de la situation se trouve du côté féminin, puisque, dans le fond, lui, il postule qu'il n'y a pas cette exception-là du côté féminin, il n'y a pas The Woman, tu sais, cette espèce de féminité omnipotente, un idéal qui peut tout. Cette exception féminine, elle est plutôt potentialisée dans le fameux la barré de Lacan, dans le pas tout qui s'applique à la subjectivité féminine. Alors, le sujet masculin se rapporte au féminin par l'entremise de la dynamique du fantasme, donc le fameux S barré qui se rapporte à l'objet petit a, alors que le sujet féminin se rapporte au masculin par l'entremise de l'idéal phallique, le fameux phi, mais aussi à sa propre position comme signifiant du manque dans l'autre, donc le A, entre parenthèses, on le sait, devrait être barré ici. Elisabeth Roudinesco résume ces dynamiques de façon succincte lorsqu'elle affirme que Lacan s'évertue à démontrer que dans l'amour, les deux partenaires ne sont en aucune manière complémentaires l'un de l'autre. L'homme y exhibe son impuissance et la femme son incertitude. Le non-rapport, oui, repose sur des parallaxes. Le sujet féminin se rapporte au masculin en tant que signifiant phallique et le sujet masculin, lui, se rapporte au féminin en tant qu'objet petit a, plutôt qu'au fameux patou, le labaré ou même de façon encore plus dérangeant, voire même abject, bien le fameux signifiant du manque dans l'autre. Alors, les films qui problématisent ces parallaxes-là, en particulier le parallaxe qui se manifeste du côté féminin, donc entre le fantasme de la féminité, l'objet petit a, et le fameux labaré et le signifiant du manque dans l'autre, bien, ce sont des films qui tendent à nous confronter à la nature fantasmatique de la féminité telle qu'elle nous est représentée sans cesse dans la culture visuelle, puis on pourrait faire intervenir la notion même de plaisir visuel. Moi, je pense que le plaisir visuel, c'est bien beau, là, mais ce qui fait réagir, c'est ce qui se terre au-delà du plaisir visuel, quelque chose qui s'apparente plutôt à une jouissance scopique. Je retourne rapidement devant le film de Olivia Wilde pour aborder l'hostilité qu'évoque la féminité au sein des tendances masculinistes, parce que dans le fond, dans Don't Worry Darling, quand on apprend qu'on est dans une simulation, on se retrouve avec le protagoniste principal, Jack, dans la réalité, derrière la simulation. C'est lui qui a enfermé sa conjointe Alice dans la simulation pour s'accaparer son désir, finalement pour articuler le non-rapport sexuel, créer un rapport, mais évidemment de médier à cette asymétrie entre la logique masculine et féminine de la jouissance, du désir, de la sexuation, mais ça passe nécessairement par la réappropriation. J'ai juste le mot anglais parce que j'ai parlé de ça dans une communication en anglais dernièrement, mais c'est comme un hijacking, finalement, du désir féminin. Je m'excuse pour
l'anglicisme. Ce qu'on apprend à la fin, c'est que Jack, à l'extérieur de la simulation, c'est un pauvre paumé. Il ne travaille pas, il passe son temps devant des podcasts qui semblent être une espèce de pâle pastiche de ce que nous offre Jordan Peterson. On est dans le discours masculiniste total, pendant que sa femme ou sa conjointe, Alice, elle, est une chirurgienne qui connaît le succès. Et dans le fond, Jack nous est présenté comme un conjoint sans emploi. Il nous est présenté comme si c'était un fameux incel, les célibataires involontaires. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec la critique parce que c'est problématique. Il n'est pas célibataire. Mais il est endoctriné par un discours masculiniste selon lequel il doit se réapproprier quelque chose, le fameux phi, si on revient à Lacan. Donc, je pense qu'il y a une piste de réflexion possible pour réfléchir l'abjection à travers la théorie de la sexuation et du non-rapport. Quand le fantasme de la féminité est traversé, comme certains films plus radicaux nous le font vivre, et de façon importante, bien, on est confronté au pas-tout et au signifiant du manque dans l'autre, avec tout ce que ça comporte au niveau du féminin et d'un mode de jouissance qui échappe à la logique phallique. Je pense que les ponts à tisser entre cette dynamique et celle de l'abjection, qui est pensée évidemment par Kristeva comme, dans une citation qu'on connaît sans doute tous, ce qui perturbe une identité, un système, un ordre, ce qui ne respecte pas les limites, les places, les règles. On peut dire de ça, ça parle autant de l'abject que du réel, mais aussi que de la sexuation féminine, finalement. Je me taire là-dessus, je pense. Merci.